Jean-Marc Dumontet, bonjour, bonjour. Bonjour, Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. merci. Merci de nous recevoir chez vous et merci de nous recevoir malgré ces temps difficiles que nous traversons tous et plus particulièrement que vous traversez dans le monde, avec le monde de la culture. En tout cas, merci de votre temps que vous me consacrez. Je voudrais commencer par un grand philosophe, Jean-Paul Sartre. Mhm. Jean-Paul Sartre qui affirme: la culture ne sauve rien, ni personne. Elle ne justifie pas, mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, il s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. Jean-Marc Dumontet, vous êtes un amoureux de la culture. La culture, c'est votre miroir. Jean-Marc Dumontet, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Oh, c'est une bien vaste question. Je suis assez d'accord avec Sartre. C'est un de nos miroirs, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous transcende, c'est ce qui nous donne du sens, et c'est quelque chose que nous construisons, effectivement. C'est quelque chose que nous construisons, donc c'est beaucoup plus qu'un miroir, parce que c'est quelque chose que nous bâtissons et qui est très constitutif de notre personnalité et de la place ensuite qu'on va vouloir dans la vie et dans le monde. Qui suis-je? Je suis quelqu'un qui a hautement conscience que la vie est quelque chose d'éphémère, qui a hautement conscience que la vie est quelque chose de formidable, et qui donc a hautement conscience qu'il faut en profiter, il faut qu'elle soit riche, et il faut qu'aucun moment ne soit un moment perdu. Il faut vraiment profiter de chaque moment et faire de chaque moment un moment exceptionnel, avec ce sentiment très fort chez moi, c'est qu'on est maître de son destin et que l'on peut réaliser de grandes choses, on peut se dépasser, on peut se surprendre soi-même, et que si on est déjà armé de ça, de cette conscience que c'est très éphémère, mais qu'on peut faire de belles choses, je crois que ça peut traduire un parcours. Et je ne sais pas tout à fait qui je suis. Je suis en tout cas quelqu'un qui a vraiment envie de profiter de la vie et qui croit profondément que l'homme est libre, qui croit profondément que l'homme peut se déployer de la plus belle des manières parce qu'il est libre, parce qu'il est doté de raison, et qu'à partir de là, tous les impossibles sont permis. C'est intéressant ce que vous dites, cette liberté dont vous parlez, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement les grands traits de votre parcours professionnel? Des grands, voilà, votre parcours en quelques lignes. J'ai eu un parcours professionnel qui a démarré, puisque j'ai 55 ans, qui a démarré au début des années 90, qui était un parcours entrepreneurial. J'avais des agences de communication, j'avais un journal économique, j'ai même eu des restaurants. Et puis, au début des années 2000, j'ai commencé à travailler dans le monde du spectacle, à produire des artistes. Le premier, ça a été Nicolas Canteloup, qui, dont, dont Donc j'ai on se regarde accompagné, tous les soirs. ouais, et dont j'ai accompagné tout le parcours, parce qu'on a vraiment démarré tous les deux ensemble, et on continue tous les deux ensemble de travailler tous les jours. Et à partir des années 2005-2006, je me suis mis à acheter des théâtres. Et avec une accélération au début des années 2010, puisqu'aujourd'hui je suis propriétaire de 6 théâtres à Paris, que j'ai acquis globalement au début des années 2010, pour Bobino, pour le théâtre Antoine. Et puis le Point Virgule, je l'avais acheté un peu avant, et le Grand Point Virgule, je l'ai créé en 2012, et le théâtre libre Ex-Comédia, je l'ai acheté en 2018. Donc j'ai accéléré dans ce métier, qui est un formidable métier d'aventure, qui est un formidable métier où je peux au fond concilier deux passions, c'est les lettres, parce que j'aime tout ce qui nous permet de réfléchir, et j'aime beaucoup ça, et puis c'est les chiffres, parce que je suis un homme d'entreprise. Et je pense qu'il faut toujours se débarrasser des chiffres pour pouvoir s'occuper des lettres. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement rigoureux, extrêmement concentré sur l'univers de la gestion d'une entreprise. Et ça, une fois que c'est acquis, on peut vraiment s'adonner à la partie la plus passionnante de mon métier. C'est pas les bilans, mais je veux mettre les chiffres au service des lettres. Voilà, et c'est la chance que j'ai, j'espère,
être aussi, et je crois, j'ai cette prétention d'être aussi à l'aise avec les lettres qu'avec les chiffres. C'est-à-dire d'aimer autant le contenu, puis d'aimer tout autant tout ce qui va participer à la réussite de ce contenu, sont les chiffres. C'est passionnant. Vous êtes, comme je disais, un homme de culture. Finalement, vous êtes l'équilibre entre les chiffres et les lettres. Romain Gary souligne, je le cite, la culture n'a absolument aucun sens si elle n'est pas un engagement absolu à changer la vie des autres. Jean-Marc Dumontet, comment pourriez-vous, vous êtes un homme engagé, vous avez tracé les grandes lignes de votre parcours, vous avez eu ce courage finalement de racheter des théâtres peut-être, ou de monter des restaurants, etc. Vous êtes un homme engagé, vous aimez la culture, comment définissez-vous la culture et l'engagement, qui plus est malheureusement dans cette période de pandémie? Comment continuer à s'engager? Alors l'engagement, il est nécessaire tout le temps. L'engagement, il est nécessaire tout le temps parce que moi, je suis convaincu, et j'essaie à mon modeste niveau, que toutes les grandes transformations de la société ne viennent jamais d'en haut. Et le formidable mouvement qu'il y a aujourd'hui sur les violences sexuelles, sur les violences commises sur les femmes, sur les féminicides, ce sont des mouvements sociétaux extrêmement forts qui irriguent toute la société, et tout à coup la société se rend compte. Et souvent on dit la parole se libère. Non, c'est pas la parole qui se libère. C'est qu'enfin la cause des femmes est entendue. C'est pas la même chose. Il y a 30 ou 40 ans, on parlait de crimes passionnels pour ces femmes qui étaient assassinées. Oui. Parce qu'elles revendiquaient leur indépendance. C'est ça. Et elles n'étaient plus la chose de leurs compagnons. C'était des crimes passionnels. Et la société l'acceptait, le tolérait. Et les décisions de justice parfois étaient clémentes. Et puis il y a eu un mouvement profond pour dire c'est plus possible. Et ça a changé sémantiquement. Maintenant c'est devenu des féminicides. Oui. Et c'est intolérable. Et c'est intolérable. Et ça c'est un mouvement long. Et je pense que chacun doit être engagé. Chacun doit porter un certain nombre de combats. Chacun avec ses armes. Chacun modestement. Parfois avec brio pour certains, parfois plus modestement pour la plupart, mais chacun peut contribuer à changer la société, et ça ne vient pas d'en haut. Ça vient pas d'en haut. Le mouvement sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, au-delà des crimes, au-delà des violences, c'est un mouvement très profond qui irrigue la société. Oui. Et les jeunes générations, celles qui ont 15 ou 20 ans, sont absolument engagées pour ces causes-là. Pour elles, c'est une évidence absolue, c'est quelque chose de naturel. C'est l'ancien système patriarcal est quelque chose qui les éreinte, qui les insulte. C'était pas le cas avant. Et c'est tous ces jeunes-là qui changent la société. Donc on est tous engagés. Parfois, en n'étant pas engagés, on est complice. Ouais, c'est ça. On est complice, ouais. Mais on est tous engagés. Moi, j'ai la chance de faire un métier ou sur un certain nombre de grands thèmes sociétaux, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose de tout à fait exaltant, sur un certain nombre de grands thèmes sociétaux, on peut faire prendre conscience, on peut pointer, on peut faire réfléchir. J'ai eu la chance de produire un spectacle qui s'appelle le spectacle Chatouille d'Andrea Bescon, qui donc dénonce les violences sexuelles commises sur les enfants, et je pense que ce spectacle est le travail et l'engagement d'Andrea Bescon, qui est bien supérieur au mien et qui est bien plus fort pour la société, mais moi j'ai essayé de l'accompagner, et je l'ai accompagné. Je pense que c'est des gens comme elle qui ont fait prendre conscience, que c'était intolérable, qui ont fait prendre conscience qu'il fallait entendre. Et si aujourd'hui, devant le Parlement, la question du consentement est abordée, c'est grâce au combat d'Andrea Bescon et de plein d'autres, mais notamment d'Andrea Bescon, c'est grâce à ce combat que cette prise de conscience irrigue toute la société. Et que du coup, les politiques qui font partie de la société, qui ne sont pas déconnectés, mais qui font partie de la société, vont être sensibilisés à ce fléau, à cette cause, et vont intervenir. Mais ça part de la société. Ça part de la société. Et des choses qui, il y a 10 ou 20 ans, étaient passées sous silence, aujourd'hui ne seront plus acceptées. Donc, on doit tous être engagés, et moi, dans mon métier,
le métier de la culture, nous sommes un média. Nous sommes un média différent, Oui. un média différent, mais comme un livre est un média, nous sommes un média différent, mais on peut porter. Et j'ai par exemple défendu l'année dernière un spectacle qui était tous les textes d'Annick Cogent qui s'appelle « Je ne serais pas arrivé là-ci » sur des parcours de femmes. Ouais. Et il y a des textes magnifiques qui viennent illustrer plein de causes. Et au travers de ces moments-là, moi j'ai la chance de produire des spectacles qui sont parfois légers, et puis parfois plus profonds. Et au travers de ces textes-là, on fait réfléchir le public, et au travers de rencontres qu'on imagine derrière, on enracine des engagements au sein de la société. Et c'est chaque individu qui doit porter une volonté d'améliorer la société. La société, c'est pas quelque chose d'abstrait, elle est composée de millions d'individus. Ces millions d'individus, à leur niveau, ils doivent tous faire évoluer la société. Donc je suis naturellement engagé, comme tous les êtres humains sont engagés. Moi, j'essaye d'avoir un engagement plus actif. Oui. Certains, comme je vous disais, leur engagement est un peu moins actif, d'autres, au contraire, en se taisant, deviennent parfois des complices, mais on porte tous des engagements, et on porte tous... Donc moi, j'ai cette nécessité de porter un certain nombre de thèmes. On avait défendu un spectacle qui s'appelait Lettre à Nour, de Rachid Benzine, sur une jeune femme qui partait faire le djihad. Et la grande question de Rachid, c'était de dire, mais il n'y a qu'une seule chose qui est sacrée, c'est la vie. C'est pas la religion, c'est la vie qui est sacrée. C'est profondément. Et juste ce message est un message formidable. Et donc j'ai eu la chance aussi de faire le texte Inconnu à cette adresse, qu'on a joué 400 fois, qui est le délitement d'une amitié, et qui est surtout la grande question, comment on devient un salaud ? Oui. Comment on devient un salaud ? À quel moment on bouscule ? Ou l'année dernière, j'ai défendu le texte de Wiesenthal, Les fleurs de soleil, autour du thème du pardon, qui interroge par rapport à des ignominies, des abominations. Et ça, c'est des questions intérieures. Et au fond, je sais que les spectateurs qui sont venus voir ce spectacle-là se sont posé la question du pardon. Et je crois que d'abord que tous, on doit s'améliorer, on doit tous prôner une société plus bienveillante, et on doit tous être engagés parce qu'on est tous des acteurs de la société. Il n'y a pas d'engagement sans responsabilité. De ce fait, nous sommes donc tous responsables des uns des autres. On est tous responsables les uns des autres. Mais alors, parce que dans le mot responsabilité, il y a le mot réponse. Autrement dit, quelle est la réponse que les spectateurs ou les téléspectateurs, n'est-ce pas, attendent par exemple des productions que vous faites? J'en sais rien parce que j'essaye de mettre à l'affiche des spectacles, et tous mes spectacles, même les spectacles d'humour, doivent être des spectacles qui font réfléchir. Quand Caroline Vigneault défend la cause des femmes, c'est un spectacle humoristique, mais qui est très engagé parce que elle va souligner ce parcours incroyable qu'ont dû faire les femmes pour avoir un minimum de droits et enfin prétendre à l'égalité. Et elle va interroger sur ce que c'est que le féminisme. C'est juste revendiquer l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, ça paraît délirant. Ça paraît délirant. Et ce mot féminisme, il est même controversé. Ce qui paraît dingue, c'est juste l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'il interroge et fait peur, peut-être. Hein. Parce qu'il vient bousculer, il vient bousculer des habitudes, mais quand Alex Lutz, à la fin de son spectacle, s'adresse aux hommes, il leur dit, mais vous savez, vous n'avez rien à perdre. Soyez pas inquiets, tout va bien se passer. Vous n'avez rien à perdre. C'est un spectacle d'humour. Alors Alex est un grand poète et quelqu'un qui donne à réfléchir. Mais j'essaye dans tous mes spectacles, que ce soit des spectacles d'humour ou que ce soit des spectacles qui interrogent davantage, qu'on puisse se poser des questions et qu'on essaye de devenir meilleur. C'est bien prétentieux. Je crois qu'on a la chance d'être dans une société, et c'est le sens de la civilisation, qui est de plus en plus bienveillante. C'est pas forcément ce qu'on imagine, c'est pas forcément ce qu'on a en tête, mais c'est pourtant une réalité. Il y a 2000 ans, pour distraire les gens, c'était des jeux du cirque. Voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la vie n'avait aucun sens, n'avait aucun prix. Et puis,
je vais très 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 vite en besogne et c'est des raccourcis. Et puis, c'était une époque, 15 ou 17 siècles plus tard, où un différend se réglait le matin, à l'aube, avec 2 témoins, ou à l'épée au coin d'une rue. De plus en plus, notre société respecte la vie. Et on respecte tellement la vie aujourd'hui qu'on a accepté un confinement, on a accepté la privation d'une partie de nos libertés, l'arrêt de l'économie au nom de la vie. On ne se rend pas compte de la prouesse absolue que c'est. Alors, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on arrête l'économie pour la vie. Aujourd'hui, quand des militaires français engagés sur des fronts étrangers perdent la vie, ça ouvre un journal de 20 heures. Et c'est plus tolérable. Oui. Quand il y a 8 militaires qui, victimes d'un accident hélicoptère, décèdent, il y a une cérémonie aux Invalides à laquelle participe le chef de l'État, si je me rappelle bien, et ça devient un drame national. Il y a 40 ans, si des militaires perdaient la vie, c'était banal. Aujourd'hui, la vie, et c'est en ça qu'on va de plus en plus vers un monde civilisé, un monde qui reconnaît le prix de la vie. Aujourd'hui, on a arrêté un pays pour éviter une épidémie. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire de l'humanité. Donc la vie a un prix colossal, et la vie aujourd'hui est quelque chose d'absolument sacré. C'est l'histoire d'un monde civilisé, d'un monde qui va vers de plus en plus de bienveillance. Moi j'essaye, c'était ça votre question, moi j'essaye au travers de mes spectacles de prôner un certain nombre d'idées qui vont effectivement vers la sacralisation de la vie, vers la bienveillance respective qu'on se doit les uns les autres, vers la pacification de nos débats, quels que soient les tourments qui peuvent nous agiter, et quels que soient les mauvais exemples qu'on peut donner soi-même, parce qu'on n'est jamais parfait. Je vous écouterai des heures, j'en ai monté. Vous avez un amour de la vie que je partage personnellement, c'est merveilleux. Vous avez donné tout à l'heure, vous avez dit un groupe de mots qui m'a interpellé, c'est-à-dire devenir qui l'on est. Nous sommes dans le cercle de pensée devenir pour agir. Vous voyez, nous sommes complètement nous sommes en harmonie, si je puis dire. Je voulais vous poser une question complètement anthropologique. Quand vous produisez vos spectacles, quelle est votre première attention? Autrement dit, est-ce que vous voulez permettre aux acteurs, est-ce que vous les recrutez, si je puis dire, pour ce qu'ils sont ou avec ce qu'ils ont? C'est-à-dire leurs capacités, ils ont des capacités, ou vous les recrutez parce que ce sont des personnes humaines qui ont finalement une belle mission de sacraliser la vie à leur manière. Là, on va davantage parler des humoristes dont je suis le parcours très longtemps. Mais ensuite j'ai des habitudes de travail et d'accompagnement, de compagnonnage, j'allais dire, avec aussi d'autres acteurs. Et pour les humoristes que j'accompagne plus longtemps, je vais être extrêmement sensible au message qu'ils délivrent, à leur personnalité, à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à dire. C'est très important. C'est très très important pour moi. Je vais vous parler de Caroline Vigneault. Son message féministe est quelque chose de très important pour moi. Très important. Son parcours fait de Paris quelque chose de très important pour moi. Je vais vous parler d'Alex Lutz. Ses engagements personnels, son regard qu'il a sur le monde sont des choses très importantes. Je pourrais vous parler de Fari. Quand Fari fait un spectacle qui s'appelle Hexagone, où il s'adresse à la France en disant « La France, c'est comme ma mère ». C'est-à-dire que je l'aime profondément, mais elle m'horripile. Et il y a plein de choses qui ne me vont pas. Oui, je travaille avec des artistes parce qu'ils ont du propos, parce qu'ils ont envie de défendre des choses. Dans le métier de producteur, vous êtes là pour essayer qu'ils délivrent le meilleur, pour les mener
le plus loin possible. C'est pas en question de succès, c'est pour être leur contradicteur, pour que tout ce qu'ils peuvent exprimer sera quelque chose de fort, C'est ça mon devoir à leur égard. Donc, j'aime travailler avec des gens libres et j'aime travailler avec des gens qui ont des choses à dire. Voilà, c'est vraiment important. Vous leur permettez d'être. Je suis là pour les servir, pour leur créer un contexte favorable à leur expression. C'est ça mon travail. En fait, vous liez les deux, à la fois ce qu'ils ont, leurs capacités, et puis ce qu'ils sont, ce sont des artistes. En parlant d'artistes, depuis 2013, vous êtes le président de la Nuit des Molières. Ouais. Je lisais dans une de vos interviews que pour vous, cette manifestation, je vous cite, le moyen de fêter le théâtre. Et le théâtre, c'est fêter les artistes. Alors, Jean-Marc Dumontet, une simple question de définition. Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Et à quel moment pouvons-nous qualifier telle personne d'artiste? Un artiste est quelqu'un de libre. Un artiste est quelqu'un qui a un vrai regard sur le monde et qui a un regard... Un artiste est souvent quelqu'un qui souffre du monde. Il souffre du monde parce que à la fois il ne le comprend pas et à la fois il le saisit bien. Il a les deux. Mais un artiste est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui a une vision sur le monde, qui a un regard sur le monde, qui a envie de faire bouger les choses, d'apporter une contribution au monde, et qui est un peu en dehors du monde, parce que son métier, sa façon de s'exprimer est un peu hors du monde. Mais c'est... Un grand artiste est obligatoirement quelqu'un qui a une parole singulière. Voilà. Qui a obligatoirement une parole singulière, qui a quelque chose à dire sur le monde et quelque chose de différent. Différent, d'accord, oui. Parce que vous disiez, un artiste, c'est une personne qui souffre. Schopenhauer, le grand penseur Schopenhauer dit la vie est comme un pendule qui oscille entre la souffrance, la frustration et l'ennui. Et il soulignait que l'art, c'est ce moyen de consolation qui permet aux spectateurs d'avoir comme un remède, un provisoire pour pouvoir un peu se libérer de cette maladie qui est la vie pour Schopenhauer. Autrement dit, si je vous comprends bien, l'artiste souffre et nous, finalement, spectateurs, nous souffrons aussi. Et c'est peut-être pour ça que nous allons... Alors moi, je Est-ce que vous êtes Schopenhauerien ou pas? Non, moi je partage pas cette vision. Parce que je suis par tempérament très volontariste. Donc je crois que c'est à nous de colorer notre vie. Et qu'on n'est pas victime et qu'on ne doit pas être accablé par une vie qui serait obligatoirement oppressante, qui serait douloureuse et qui engendrerait de la souffrance. Je dis qu'un artiste souffre parce qu'il ne se reconnaît pas dans l'immense majorité de ses condisciples, parce qu'il a une volonté absolue d'exister. Donc il est un artiste, quelqu'un d'extrêmement actif, qui prend en main son destin, Même s'il est isolé dans son coin, mais il prend en main son destin. Parce qu'il a des choses à dire, des choses à raconter. Donc l'artiste, il a une souffrance parce que la société peut ne pas lui correspondre, il peut ne pas adhérer à la société, il a envie de la bousculer, il a envie d'être en marge de la société, parce que s'il est noyé dans la masse, l'artiste n'a pas de singularité, donc il faut bien qu'il soit très différent. Donc, et très souvent, quand vous êtes artiste, c'est parce que vous rejetez aussi le monde, parce que vous avez envie d'un monde meilleur, parce que vous l'imaginez différent. Oui. Donc c'est en ça que je parle de souffrance, elle n'est pas forcément physique, elle n'est pas forcément morale, mais il est en déphasage avec la société. Parfois ça crée de la souffrance, parfois ils sont plus sereins, mais il est en déphasage et il a surtout énormément de choses à prouver, énormément de choses à démontrer et des combats à mener. Et ça, c'est pour moi la clé de l'artiste. C'est quelqu'un qui a des choses à démontrer, qui a des choses à prouver
qui veut se faire entendre, qui veut à tout prix se faire entendre. Certains y parviennent, d'autres y parviennent moins, d'où peut-être des souffrances, mais ce sont des êtres très singuliers. Donc ce sont des personnalités fortes. Et alors que répondez-vous à Platon qui, en son temps, n'aimait absolument pas les artistes, puisqu'il disait que les artistes étaient des marchands d'illusions, etc. Que pouvez-vous répondre à Platon? Je pense pas, je pense que les artistes nous obligent à nous interroger sur nous-mêmes. Les artistes sont des aiguillons. Les artistes, en permanence, doivent nous déranger. Si un artiste devient un artiste officiel, il n'a plus aucun intérêt. L'artiste doit être, à l'époque, c'était des bouffons du roi. Aujourd'hui, c'est des gens qui doivent nous bousculer sur notre société, qui doivent nous interroger, qui doivent pointer du doigt. C'est pas pour rien, je vous parlais de Chatouille, ce spectacle donc, qui dénonce les violences sexuelles. Je suis convaincu que les dizaines de milliers de gens qui ont vu le spectacle, les 500 000 personnes qui ont vu le film, et ensuite il a été diffusé sur Canal+, je suis convaincu que ce film et cette pièce ont énormément fait évoluer la société, énormément. Donc les artistes viennent tout à coup bousculer la société, bousculer notre vision de la société. Et c'est des aiguillons, et c'est tout sauf des illusions. Parce que là, concrètement, ça fait progresser les causes. Donc c'est quelque chose de très très important. Parfois les artistes se trompent, parfois ils ont embrassé, on parlait de Sartre, qui a embrassé la cause marxiste de façon tout à fait hallucinante, avec un aveuglement incroyable dans les années 60-70. Parfois ils se trompent. Il n'empêche, ils ne sont pas neutres. Un artiste au fond n'est pas quelqu'un de neutre, voilà. Et un artiste n'est pas dans la norme. Et alors est-ce qu'on peut dire qu'un philosophe est un artiste? Parce que vous dites que l'artiste interroge, le philosophe ne fait que ça. Bien sûr, le philosophe peut être plus confidentiel, s'adresser qu'à un cénacle. Oui. Donc si vous voulez, le philosophe peut sans doute moins irriguer que l'artiste. Ou en tout cas, il est pas dans la même strate. Il n'est pas dans la même strate. Quand je parle des artistes, je ne parle pas forcément d'artistes à notoriété très importante, mais je parle juste des artistes qui, au travers de leur spectacle, au travers de ce qu'ils proposent au public, vont s'adresser au plus grand nombre. Et ce qui est extraordinaire avec les artistes, c'est que c'est un trait d'union, c'est un point de liaison entre le plus grand nombre et une pensée, et un propos, et une réflexion sur la vie, sur la vie. Là, ce serait philosophique, sur la société. Et alors que le philosophe s'adresse à des plus petits comités, mais qui ensuite vont irriguer. Et parmi ces petits comités, il peut y avoir des artistes qui eux-mêmes vont irriguer. Ils ne s'adressent pas aux mêmes. Je pense que le philosophe ne s'adresse pas à tous. L'artiste peut s'adresser à tous. C'est en ça que leurs missions sont différentes. Et puis, l'artiste a des combats personnels à mener. Le philosophe, il essaye de comprendre la vie, comprendre le monde. L'artiste, je vous disais, il souffrait, il est parfois en rébellion, parfois en opposition au monde. Les philosophes ne sont pas forcément ils sont observateurs du monde. Oui. Les artistes sont dans le monde et parfois en combat contre le monde, et souvent en combat contre le monde. Donc leur place est assez voisine, assez similaire, mais ils ne s'adressent pas forcément au même public, et certains sont très en marge de la société. Les artistes doivent être assez en marge de la société. Les philosophes s'interrogent sur la société et ont des combats, j'allais dire, et des réflexions de plus long terme. Ils ont des réflexions et des combats de plus long terme, à la différence des artistes qui, alors qu'ils sont pour moi pas forcément ancrés dans le monde, mais leurs combats sont plus ancrés dans le monde et dans le quotidien. C'est passionnant, mais alors est-ce qu'un artiste, c'est la définition de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit un homme savant, donc il parle ni d'artiste ni de philosophe, il dit un homme savant, c'est celui qui ne trouve pas les bonnes réponses, mais c'est celui qui sait se poser les vraies questions. Est-ce qu'un artiste, c'est celui qui pose les vraies questions pour un artiste est quelqu'un qui va sentir, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais effectivement, il y a une sensibilité chez l'artiste, il y a une capacité à décrypter le monde. Donc effectivement, je pense que l'artiste peut poser les bonnes questions. Et évidemment, vu les vraies questions. Qui dit les bonnes réponses et les vraies questions.
Ce qui n'est pas la même chose. Peut-être. Parce qu'une vraie question, c'est vraiment une question qui... Oui, mais c'est trop péremptoire de dire ça. D'accord. C'est trop péremptoire. Faut pas non plus sacraliser ou déifier l'artiste. C'est un être humain, c'est un être donc qui connaît rien, parce qu'on ne sait rien, on sait très peu de choses. Hélas, et nos ignorances sont totalement abyssales. Donc, il va mettre en branle sa sensibilité. Il va mettre en branle sa capacité à imaginer le monde. Voilà, c'est ça, sa forme supérieure par rapport aux autres. Il a cette sensibilité. Parfois, et c'est en ça qu'il souffre, parce que c'est un écorché vif, donc il va interroger au nom de ces intuitions-là le monde. Voilà. Le philosophe, lui, il va étudier, réfléchir, se nourrir. C'est des démarches beaucoup plus profondes, beaucoup plus enracinées. L'artiste, il va sentir les choses. En tout cas, ils se complètent tous les deux. Ils ne sont pas du tout en opposition. Et je voudrais, Jean-Marc Dumontier, je voudrais revenir, parce que malheureusement le temps passe, j'ai encore beaucoup de questions, mais je voudrais revenir sur... on vous a connu il y a donc une vingtaine d'années avec Nicolas Canteloup, que vous continuez à produire, et tous les soirs, c'est mes 5 minutes de détente avant de reprendre mon travail. Je voudrais vous poser la question de l'humour. Vous produisez des humoristes. Comment définissez-vous l'humour? Première question. Deuxième question, peut-on tout dire au nom de l'humour? Et sinon, quelles sont les limites à ne pas dépasser? Alors, moi, contrairement aux légendes, je pense qu'on peut tout dire. C'est-à-dire? Sans tomber dans une certaine moquerie ou de... Non, mais on peut... Que veut dire tout dire? Quand je dis ça, c'est que je ne crois pas du tout que notre société, aujourd'hui, nous cadenasse. Pas du tout. En revanche, notre société a évolué. Et il y a un certain nombre de choses que je considère comme des choses rances, qui effectivement ne sont plus audibles, ne sont plus décentes. Il y a 30 ans, faire des blagues sur les homosexuels, et faire des blagues parce que X ou Y est homosexuel, et donc on ne le voyait que comme un homosexuel, était monnaie courante. Aujourd'hui, évoquer une personnalité publique juste au travers de sa sexualité devient effectivement quelque chose qui ne passe plus. Mais ça ne passe pas parce qu'il y aurait une censure, ça passe parce que notre société a progressé et que l'homophobie latente qu'il y avait il y a 30 ans, 40 ans, a disparu. C'est ça la chose. Il y a 30 ou 40 ans, on pouvait faire des blagues parce que c'était drôle sur le rôle des femmes qui devaient être cantonnées. Et les femmes, de toutes les façons, étaient hystériques. Et c'était source d'amusement pour certains. Aujourd'hui, c'est plus un discours audible. Moi, j'y vois un progrès. J'y vois pas une censure. Vous voyez? Donc, en ça, oui, on ne peut pas dire. Oui, on ne peut pas dire. Il ne faut pas couper ma phrase. Oui, on ne peut pas tout dire, mais c'est un progrès. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, vous parlez de Canteloup. Tous les jours, je reçois des messages parce que certains m'accusent. Je ne devrais pas critiquer Raoult. C'est la question que je ne devrais pas parler d'épidémie parce qu'il y a des gens qui meurent. Je ne devrais pas parler de Jonathan Daval parce que c'est un procès. Je ne devrais pas... Non. Notre métier, c'est de tout traiter. Avec talent ou pas, avec perspicacité ou pas, avec pertinence ou pas, en étant drôle ou pas, en essayant de trouver le bon angle, en parlant de toutes ces histoires de mœurs qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est des sujets délicats, mais nous, on ne doit jamais, et aucun humoriste ne doit jamais s'interdire quoi que ce soit. Et on doit aussi savoir faire face à ces pseudo-tribunaux qu'on décrète. Il n'y a aucun tribunal sur Twitter. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et alors? Moi, je m'en moque.
Moi, je m'en moque que tout à coup, un de mes artistes soit étrillé sur Twitter parce qu'il a fait une blague, à partir du moment où, évidemment, cette blague ne traduisait pas une idéologie mortifère, ou ne traduisait pas des propos rances. Si un de mes artistes avait des propos très nettement homophobes au travers d'une blague, ça me dérangerait profondément. Mais qu'on aille traiter de l'épidémie, et que des gens nous disent c'est honteux, et qu'il y a plein de gens qui nous disent c'est honteux, ou aller après une catastrophe naturelle, en parler en faisant de l'humour, moi ça ne me dérange pas. Ou, vous savez, il y avait eu une personne qui avait été égorgée au mois d'avril dernier, dans une petite ville, et on avait fait des blagues avec Canteloup sur ça, et on avait été étriés. On peut dire vous avez manqué de retenue, on peut dire c'était pas décent, on peut dire c'était pas drôle. Il y a un principe qui est notre liberté d'expression. Et je ne dois pas être ni censeur, je ne dois être ni un censeur, ni quelqu'un d'effrayé par tout ça. On doit continuer à faire son métier. Et on doit le faire en essayant d'être le plus digne possible, parfois en étant bon, parfois en étant moins bon. Mais ne nous auto-censurons pas, et je ne m'auto-censurerai jamais. Et les personnes qui vous, comme vous le disiez à l'instant, les personnes qui vous appellent et qui vous disent, voilà, hier vous avez, Canteloup a parlé de ci et de ça, que leur répondez-vous? Quelle est votre réaction? Est-ce que ça vous arrive de revenir en arrière ou... J'ai la chance qu'on ne soit pas en Union soviétique. D'accord. Et quand il y a des députés qui m'ont appelé l'année dernière pour se plaindre, trouver ça honteux, je leur ai demandé sous quel régime on était. D'accord. Et j'avais l'impression qu'on était dans une démocratie. Et parce qu'ils m'expliquaient qu'ils allaient écrire au Premier ministre. Et je leur ai expliqué que le Premier ministre, voilà, j'ai beaucoup de respect pour toutes les institutions françaises, mais le Premier ministre n'a rien à voir avec ça, heureusement, et qu'on n'était pas en Union soviétique. Donc si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose de badin. Quand vous... on parlait de Canteloup, mais c'était pareil sur Catherine et Liliane. Canteloup, on s'adresse à 6 millions de personnes tous les jours. Il est normal qu'il y ait des gens qui soient en hostilité avec ce qu'on raconte. Il est normal qu'il y ait des gens qui puissent être, je n'aime pas le terme de choqués, parce que je pense que rarement les gens sont choqués, même jamais les gens ne sont choqués. Les gens prétextent d'être choqués et offensés pour mener souvent des combats idéologiques personnels. Oui. Voilà. Donc, au nom de leur combat idéologique personnel, ils décrètent qu'ils sont choqués ou offensés. C'est pas vrai. Moi, on a souvent parlé de Charlie ces derniers mois. Il y a beaucoup de dessins. Moi, je suis de culture catholique. C'est pas, voilà, je suis quelqu'un qui ne croit pas, mais j'ai baigné dans la culture catholique, comme beaucoup de Français. Et il y a beaucoup de unes de Charlie. On peut considérer qu'elles étaient outrancières. On peut trouver qu'elles étaient grossières, vulgaires. J'y adhérais pas, mais je ne vais pas pour autant me sentir offensé et pour autant décréter que je veux interdire des couvertures de Charlie. C'est leur droit le plus absolu, et je milite et je revendique la chance qu'on a dans ce pays d'avoir Charlie et puis d'avoir une presse libre. Donc, je déteste les gens qui mettent en avant leurs convictions pour vouloir établir une censure. D'accord. Voilà. Donc, des gens qui se plaignent de sketchs de Canteloup ou d'un autre, j'ai aucun souci, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, j'ai la chance que mon droit le plus absolu, c'est de poursuivre. C'est bien, oui. Et donc, je vois leurs critiques sans aucun souci. Je ne suis pas blessé, c'est normal, et tant mieux. C'est-à-dire, si je plaisais à tout le monde, ça ne marche pas. Donc, tant mieux. Mais moi, je continue à faire mon métier. Et Canteloup continue à faire son métier, et ses auteurs continuent à faire leur métier sans la moindre censure. Et nous nous régalons tous les soirs. Tant mieux. Une question peut-être plus personnelle, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous dites que vous êtes de culture catholique, Oui. mais vous ne croyez pas. Est-ce que vous avez rencontré dans votre parcours des personnes, des artistes, n'est-ce pas, qui vous ont, d'une certaine manière, donné peut-être qui vous ont interrogé sur l'au-delà, dans le sens, dit, bah tiens, cet artiste, y a-t-il pas quelqu'un là-haut qui existe et qui existerait, non? Non, j'ai pas eu ça parce que je ne suis pas sensible à ça. Donc à partir du moment où je ne suis pas sensible, je pense que je ne peux pas être éveillé à ces questions-là. Voilà, donc je dois pratiquer une certaine fermeture, malgré moi, hein, mais voilà, oui, je n'imagine pas d'autre perspective que notre date de péremption, car ça arrive beaucoup trop vite, et donc je ne suis pas, oui, je suis pas
en phase. Et donc, je ne suis pas à l'écoute. Je ne suis pas à c'est l'écoute de ces signaux, voilà. Donc, non, je n'ai pas rencontré d'artiste qui m'a interrogé sur ça. L'interview va bientôt prendre fin. 2 questions. Mon avant-dernière question, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Je voudrais citer Hoffman, l'un des fondateurs de LinkedIn, qui affirme « Un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. » Ouais, je crois que c'est... Êtes-vous dans cette... Oui, c'est juste. Quand j'ai repris tous mes théâtres, j'ai eu la chance de pas forcément reprendre des lieux que j'aimais, voire des lieux qui n'étaient pas mes premiers choix, et de me trouver face à un mur. Alors là, c'était pas un précipice, mais c'est à peu près pareil. Face à un mur, et me dire maintenant... pourquoi je dis c'était pas des endroits qui me plaisaient forcément. Alors j'adore tous mes théâtres, je suis tellement heureux de diriger les théâtres que je dirige aujourd'hui, mais tout ça pour dire que c'était pas le fruit d'un aveuglement. C'était pas le fruit d'un aveuglement où à tout prix, par exemple, je voulais acheter Bobino. Bobino, c'était pas un lieu auquel je pensais. Et puis j'ai vu ce lieu, j'ai vu le potentiel, mais j'étais pas spontanément amoureux de ce lieu. Voilà, comme le théâtre libre, comme le théâtre Antoine, c'était pas forcément des lieux qui m'avaient fasciné, qui m'avaient ébloui, qui me faisaient perdre la raison. Donc j'étais de façon froide face à ces lieux, qui tous étaient en très très grande difficulté économique, soit en dépôt de bilan, soit enfin vraiment en très très grande difficulté économique, et je n'avais pas le savoir-faire au début parce que je ne connaissais pas. Et donc j'étais face à un mur ou un précipice, quelle que soit l'image, et j'avais qu'une chose à faire, réussir. Réussir. Et quand vous n'avez que ça à faire parce que vous êtes très endetté, parce que vous avez beaucoup de contraintes, vous trouvez des solutions. Donc effectivement, vous construisez cet avion. Et le métier de chef d'entreprise, c'est rendre possible des choses qui étaient impossibles. Voilà. Donc, à chaque fois, face à ces murs, mais dans plein d'autres activités, j'avais pas d'autre choix que réussir. En tout cas, je m'étais programmé comme ça. J'avais pas d'autre choix. Et quand vous n'avez pas d'autre choix, ça augure plutôt que vous allez plutôt réussir derrière, sans aucune prétention, mais j'avais pas d'autre choix que réussir. Vous avez enfoncé des portes pour réussir. Donc il fallait que je réussisse. Oui, c'est ça. Vous avez un parcours, je dirais, exceptionnel, atypique, exceptionnel. Ma dernière question est la suivante. Beaucoup de personnes vous regardent, vous écoutent. Beaucoup de jeunes vous regardent, vous écoutent et voudraient avoir cette belle carrière que vous avez. Quel est le message aujourd'hui que vous pouvez leur adresser, qui plus est en cette période de pandémie où c'est difficile pour les étudiants par exemple? Alors d'abord que la vie est belle, voire très belle. Qu'on a une chance absolue, d'être né en France et d'être né au XXIe siècle. On a une chance absolue. Parce qu'il y a tellement de champs possibles. Ensuite, qu'on est tous maîtres de notre destin, mais que personne ne nous attend. Personne ne nous attend. Il faut vraiment comprendre ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. L'autre jour, je recevais une jeune femme qui voulait être comédienne, qui me disait « J'ai pas eu accès jusqu'à présent au théâtre ». Et je lui dis « Mais vous vous trompez, parce que vous n'aurez jamais accès. C'est à vous à créer votre accès. Personne ne nous attend jamais. On doit tous faire notre chemin. On doit tous bousculer le jeu pour faire notre chemin. Très respectueusement des autres. Je ne crois pas qu'on arrive en écrasant les uns les autres. C'est pas vrai. On doit tous faire notre chemin et on est son propre ennemi parce qu'on se met des limites. On est son propre ennemi parce qu'on se met des limites. Donc il s'agit de croire en soi et faire sa place. Et si on arrive à comprendre ça, mais c'est des armes colossales. Et moi j'ai eu la chance, par tempérament, d'adhérer spontanément à ces idées forces qui expliquent mon parcours et ce que j'ai pu entreprendre. Ça me fait penser à... Une fois, je rencontrais une personne qui m'a dit « Ne cherche pas à remplacer quelqu'un, crée toi-même ta propre place. » Bien évidemment. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Bien évidemment, on a une place à faire. Et on est maître de son destin. Et parfois, c'est très difficile. Moi, j'ai de la chance parce que j'étais d'un milieu favorisé, j'ai fait des études, donc j'étais dans un environnement culturel qui était facile pour moi, un environnement familial.
Ensuite, j'ai effectivement, je me suis beaucoup endetté pour acheter chacun de mes théâtres, il fallait que ça gagne de l'argent, enfin, j'ai eu des hauts et des bas, donc mon combat économique a été en permanence difficile, mais j'ai eu la chance déjà de ne pas avoir un parcours culturel à accomplir, de ne pas avoir de difficultés initiales, de pouvoir faire les études que je souhaitais, même si elles n'ont rien à voir ensuite avec mon métier, mais de pouvoir faire les études que je souhaitais et de pouvoir engranger de la confiance. J'ai eu la grande chance d'être dans une famille aimante, donc à partir de là, j'avais pas de combat personnel à mener aussi, mais parfois ils sont nécessaires et bénéfiques, mais j'étais dans un environnement familial favorable, mais il a fallu que je fasse tout mon parcours. Certains, ils doivent dépasser des environnements familiaux qui sont hostiles. Donc chacun a des parcours différents. Moi, j'ai eu cette chance-là. Mais ensuite, c'est dépassons nos propres limites et celles qu'on s'est inscrites. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Jean-Marc Dumontet, merci pour cet entretien. Merci pour votre belle humanité et vos yeux pétillants nous approchent de ce mystère de la beauté de la vie. Vous nous donnez envie de continuer à vivre. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par une citation d'un auteur américain et philosophe, Toorman, qui, je le cite, « Ne demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous éveille à la vie, puis faites-le, car ce dont le monde a besoin, ce sont des êtres humains qui s'éveillent à la vie. » Jean-Marc Dumontet, vous nous avez éveillés à la vie. Merci de faire partie de ces belles personnalités remplies d'humanité. Nous allons continuer à vous suivre et à aller dans les théâtres lorsqu'ils auront réouvert, je l'espère bientôt. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci bon courage à vous en cette période de pandémie. Merci Merci Jean-Marc Dumontet.